Le territoire ancestral des Cherokees se situe dans le sud des Appalaches, un paysage de pics millénaires, de vallées profondes et de rivières qui ont creusé la roche pendant des millions d'années. Depuis les premiers écrits, les Cherokees sont associés à cette région, qui correspond aujourd'hui à la Caroline du Nord, au Tennessee, à la Géorgie et aux États limitrophes. Ce peuple était si profondément lié à ces montagnes que ce lien semblait intemporel, remontant aux origines de la présence humaine en Amérique du Nord. Les manuels scolaires enseignaient que les Cherokees étaient un peuple du Sud-Est, qu'ils avaient toujours vécu dans les Appalaches, et que leur culture et leur identité étaient indissociables de cette géographie spécifique. Mais une énigme persistait, un mystère linguistique que les linguistes avaient relevé il y a des décennies sans pouvoir l'expliquer pleinement. Le Tsalagi, la langue Cherokee, appartient à la famille des langues iroquoiennes. Tous les autres peuples iroquois de l'histoire écrite vivaient bien plus au nord et au nord-est, dans ce qui est aujourd'hui l'État de New York, l'Ontario, le Québec et la Pennsylvanie. Les Mohawks, les Oneidas, les Onondagas, les Cayugas, les Sénécas et les Tuscaroras, qui formèrent la Confédération iroquoise, à des centaines de kilomètres du territoire Cherokee. Comment un peuple de langue iroquoise s'est-il retrouvé au cœur des Appalaches du Sud, séparé de ses proches parents linguistiques par des centaines de kilomètres? Cette question a plané sur les études Cherokee pendant des générations. Sans réponse de l'archéologie, sans explication de l'histoire, un mystère qui laissait supposer que le récit des origines Cherokee était incomplet. Puis, des preuves ADN ont commencé à émerger, qui non seulement ont résolu l'énigme linguistique, mais ont révélé quelque chose de bien plus profond. Les Cherokees n'ont peut-être pas toujours été un peuple du Sud-Est. Leurs ancêtres sont probablement migrés de la région des Grands Lacs il y a des milliers d'années, et les traditions orales Cherokee, décrivant une patrie septentrionale que les chercheurs occidentaux avaient rejetée comme un mythe, ont peut-être préservé une mémoire historique exacte depuis toujours, tandis que la science académique se trompait. Si vous êtes fasciné par la façon dont l'ADN réécrit l'histoire humaine, par les savoirs autochtones que la science commence enfin à rattraper, et par les mystères qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir, abonnez-vous et activez les notifications. L'énigme de la langue Cherokee a intrigué les linguistes depuis que cette discipline a entrepris la classification systématique des langues amérindiennes au 19e et au début du 20e siècle. L'analyse du vocabulaire, de la grammaire et des structures phonétiques du Cherokee a clairement démontré son appartenance à la famille des langues iroquoiennes, avec une origine commune aux langues parlées par des peuples situés à des centaines de kilomètres au nord. Il ne s'agissait donc pas d'emprunts lexicaux ni d'échanges culturels entre voisins. Cette profonde similarité structurale indiquait que le Cherokee et les langues iroquoiennes du Nord descendaient d'une langue ancestrale commune et qu'à une certaine époque, les locuteurs du proto-iroquoien s'étaient séparés en différentes populations qui avaient divergé linguistiquement en même temps que leur éloignement géographique. L'analyse linguistique, utilisant des techniques d'estimation de la durée de divergence des langues à partir des différences de vocabulaire et des changements phonétiques, suggère que les Cherokees se sont séparés des autres langues iroquoiennes il y a environ 3500 à 40 ans. Cela signifie qu'entre 1500 et 2000 avant notre ère, une population parlant une forme ancienne de ce qui allait devenir le Cherokee s'est séparée des populations parlant des formes anciennes de ce qui allait devenir le Mohawk, le Seneca et les autres langues iroquoiennes du Nord. La séparation était ancienne, antérieure de plusieurs millénaires à l'histoire écrite, mais suffisamment récente pour que le lien linguistique demeure perceptible et évident. La question centrale portait sur la direction de cette migration. Les locuteurs du Cherokee ont-ils migré vers le sud depuis les Grands Lacs jusqu'aux Appalaches?
Ou bien les locuteurs des langues iroquoiennes du Nord ont-ils migré vers le Nord depuis le Sud-Est, laissant les Cherokees comme population résiduelle du Sud? Ou encore, les deux groupes ont-ils migré dans des directions différentes depuis un troisième lieu? La linguistique seule ne pouvait répondre à ces questions. L'analyse linguistique a permis aux chercheurs de constater qu'une séparation avait eu lieu et d'en déterminer approximativement la période, mais n'a pas permis de préciser la géographie de cette scission ni quelles populations avaient migré et lesquelles étaient restées sur place. L'archéologie a apporté une aide limitée. La culture matérielle des Cherokees, telle que documentée pour les siècles précédant le contact avec les Européens, a révélé une continuité dans le sud des Appalaches remontant à environ 1,0 à 1,500 ans, avec des sites, des styles de poterie et des modes d'établissement dont on a pu retracer l'évolution au fil du temps et qu'on a pu relier aux communautés Cherokee documentées historiquement. Mais au-delà de ce point, les données archéologiques sont devenues floues. Des sites plus anciens existaient dans la région, mais les relier avec certitude aux ancêtres Cherokees plutôt qu'à d'autres peuples du Sud-Est était difficile, voire impossible, sur la seule base des artefacts. Surtout, aucun signe archéologique clair d'une migration n'a été mis au jour, aucune intrusion manifeste de la culture matérielle du Nord dans le Sud-Est ne pouvait être datée de 300-500 à 4-0 ans et liée à l'arrivée des locuteurs proto-Cherokee. Pendant des décennies, le mystère est resté entier. Les chercheurs reconnaissaient l'énigme linguistique et proposaient divers scénarios de migration, mais ils n'avaient aucun moyen de les tester rigoureusement. L'idée largement répandue était que les Cherokees étaient simplement un peuple du Sud-Est qui, pour des raisons obscures, parlait une langue iroquoise. Et la question de leurs origines demeurait une curiosité académique plutôt qu'une remise en cause du récit fondamental de l'identité et de l'histoire Cherokees. Puis la génétique est entrée en scène et tout a changé. Dans les années 1990 et au début des années 2000, les chercheurs ont commencé à utiliser l'ADN mitochondrial, matériel génétique transmis exclusivement par la lignée maternelle, pour étudier l'ascendance et les migrations des populations amérindiennes. L'ADN mitochondrial accumule des mutations à un rythme relativement constant, ce qui permet aux chercheurs de reconstituer des arbres généalogiques montrant les liens de parenté entre les différentes lignées maternelles et la période approximative de leur divergence à partir d'ancêtres communs. L'ADN mitochondrial étant transmis exclusivement par la mère, il retrace l'ascendance maternelle directe sans la complication de la recombinaison génétique qui affecte l'ADN nucléaire. Le modèle standard de l'ascendance maternelle des Amérindiens, issu des premières études sur l'ADN mitochondrial, a identifié 4 haplogroupes principaux, nommés A, B, C et D, présents chez les populations autochtones des Amériques et semblant provenir de populations d'Asie de l'Est. Ces populations ont migré vers les Amériques lors de la dernière période glaciaire, lorsque la baisse du niveau de la mer a mis au jour un pont terrestre entre la Sibérie et l'Alaska. Ces 4 haplogroupes représentaient la grande majorité des lignées maternelles chez les populations amérindiennes et s'intégraient parfaitement au modèle de la migration béringienne d'Asie vers les Amériques, qui aurait débuté il y a environ 15-0 à 20-0 ans, voire plus tôt. Cependant, un 5e haplogroupe, l'haplogroupe X, ne s'y intégrait pas aussi facilement. Plus précisément, une branche de l'haplogroupe X, appelée X2A, est apparue à faible fréquence chez certaines populations amérindiennes, et sa présence a immédiatement suscité controverses et spéculations. L'haplogroupe X est présent dans des populations d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie centrale, mais la branche spécifique X2A, présente chez les Amérindiens, est distincte et ancienne.
ayant divergé des autres lignées X il y a des dizaines de milliers d'années. La présence de l'aplogroupe X, 2A, en Amérique ne corrobore pas les théories d'un contact ou d'une colonisation européenne récente. Au contraire, les données génétiques montrent que X2A fait partie des populations fondatrices des Amériques, arrivées à peu près à la même époque que les haplogroupes A, B, C et D, soit lors d'une migration distincte, soit dans le cadre des mêmes mouvements de population qui ont introduit les autres lignées. Ce qui a rendu l'aplogroupe X2A particulièrement intéressant pour la recherche sur les origines des Cherokees, c'est sa répartition géographique en Amérique du Nord. Des études publiées à la fin des années 1990 et au début des années 2000, notamment les travaux de Peter Forster et de ses collègues, analysant l'ADN mitochondrial de populations amérindiennes, ont révélé que l'aplogroupe X2A était concentré dans la région des Grands Lacs parmi les peuples de langue algonquienne et iroquoise. Les Ojibwés, un peuple de langue algonquienne de la région des Grands Lacs, présentaient des fréquences relativement élevées de l'aplogroupe X2A. Les peuples de la Confédération iroquoise étaient également porteurs de cet haplogroupe. De manière cruciale, les populations Cherokee présentaient des fréquences plus faibles, mais notables, de l'aplogroupe X2A, suggérant un lien génétique avec les populations du Nord, malgré une séparation géographique de plusieurs centaines de kilomètres. Ce schéma de distribution était frappant, car il concordait avec les données linguistiques. Si les Cherokees s'étaient séparés des locuteurs iroquoiens du Nord, il y a environ 300-500 à 4-0 ans. Et si cette séparation impliquait une migration de population depuis la région des Grands Lacs vers le sud, jusqu'aux Appalaches, on s'attendrait à ce que les Cherokees partagent des lignées maternelles avec les populations du Nord, mais à des fréquences plus faibles, en raison de la dérive génétique, de l'effet fondateur et du métissage avec les populations du Sud-Est après leur arrivée. C'est précisément ce que la répartition de l'aplogroupe X2A a révélé. Une concentration principale dans la région des Grands Lacs, où vivaient d'autres locuteurs de langue iroquoienne, et une présence secondaire chez les Cherokees du Sud-Est. La convergence des données issues de 3 sources indépendantes, la linguistique, la génétique et la tradition orale, a étayé de façon convaincante la théorie de la migration, la transformant d'une simple spéculation en une hypothèse solidement étayée. La linguistique a démontré que la langue Cherokee a divergé des langues iroquoiennes du Nord il y a 300-500 à 4-0 ans. Les analyses génétiques ont révélé que les lignées maternelles Cherokees étaient liées aux mêmes populations des Grands Lacs, comme le suggéraient les données linguistiques. Par ailleurs, les traditions orales Cherokees, que nous examinerons plus loin, décrivaient des origines dans une patrie septentrionale. Des récits transmis de génération en génération, mais que les chercheurs occidentaux ont souvent considérés comme des mythes ou des symboles plutôt que comme des faits historiques. Les preuves génétiques ne se limitaient pas à l'aplogroupe X2A. Des études d'ADN mitochondrial à grande échelle, compilant des ensembles de données provenant de toute l'Amérique du Nord, notamment les travaux importants de Ripan Malhi et de ses collègues de l'Université de l'Illinois et d'autres institutions, ont permis d'établir des cartes spatiales illustrant la répartition des haplogroupes maternels au sein des populations autochtones du continent. Ces études ont confirmé que l'aplogroupe X2A était fortement concentré dans la région des Grands Lacs et que sa répartition correspondait remarquablement bien à la zone d'origine reconstituée des peuples proto-iroquoiens à partir de données linguistiques. Mais ces études ont également révélé un aspect inattendu de la diversité génétique des Cherokees. Outre les liens avec les Grands Lacs suggérés par l'aplogroupe X2A et d'autres lignées septentrionales, les populations Cherokee présentaient des affinités génétiques avec certaines populations des Plains et du Midwest,
affinité qui ne pouvait s'expliquer par une simple migration nord-sud le long du corridor des Appalaches. Des études portant sur des relations génétiques plus larges, notamment celles concernant le peuple Arikara, qui parle une langue Catawban et vivait historiquement dans l'actuel Dakota du Nord, ont révélé des regroupements génétiques inattendus. Ces regroupements suggèrent que l'ascendance maternelle Cherokee était liée à un réseau de mouvements de population anciens à travers le continent, plus complexe que de simples migrations unidirectionnelles. Cette complexité ne remet pas en cause la théorie des migrations. Au contraire, cela révèle que l'ascendance Cherokee, comme toute ascendance humaine, est le fruit de multiples migrations, de métissage et de processus historiques survenus au cours de milliers d'années. L'origine des Proto-Cherokees, qui ont diffusé la langue iroquoise vers le sud, dans la région des Grands Lacs, est étayée par de nombreux éléments. Mais cette population migrante n'était pas génétiquement homogène. Après leur arrivée dans le sud-est, ils se sont mélangés aux populations déjà présentes dans la région, donnant naissance au peuple Cherokee, tel que documenté dans les archives historiques. Ce peuple possède une ascendance issue de sources multiples, tout en conservant une forte composante iroquoise septentrionale, préservée tant dans la langue que dans le patrimoine génétique. Ce qui rend ces preuves particulièrement convaincantes, c'est leur concordance avec les traditions orales Cherokees. Il s'agit des récits que le peuple Cherokee s'est transmis de génération en génération, relatant ses origines, son histoire et ses migrations. Recueillis et documentés par des chercheurs Cherokees et non-Cherokees au cours des 2 derniers siècles, ces traditions décrivent invariablement des origines dans une terre située au nord, une patrie au-delà des grands océans ou dans des montagnes lointaines, et un périple vers le sud qui a conduit le peuple Cherokee dans la région des Appalaches, où il s'est établi et a prospéré pendant des millénaires avant l'arrivée des Européens. Historiquement, la recherche universitaire occidentale a abordé les traditions orales avec scepticisme, les considérant comme mythologiques ou symboliques plutôt que comme des documents historiques préservant des événements et une géographie réelle. On supposait que la transmission orale sur plusieurs générations déformerait les faits au point de les rendre méconnaissables, que les récits se transformeraient en légendes et en mythes, et que seuls les documents écrits ou les artefacts matériels pouvaient constituer des preuves historiques fiables. Or, cette hypothèse a été maintes fois démentie, l'archéologie, la linguistique et la génétique ayant confirmé des détails préservés dans les traditions orales que les chercheurs avaient jugés impossibles ou fantaisistes. La tradition migratoire des Cherokees en est un parfait exemple. Pendant des générations, les anciens Cherokees ont décrit des origines septentrionales. Mais les chercheurs occidentaux ont supposé qu'il s'agissait soit d'une métaphore, soit d'une confusion. Ils estimaient qu'un peuple du Sud-Est ne pouvait provenir de la région des Grands Lacs, faute de preuves archéologiques d'une telle migration, et parce que cela contredisait l'idée que les peuples autochtones occupaient les lieux historiquement documentés depuis des temps immémoriaux. Aujourd'hui, la génétique et la linguistique confirment la véracité de la tradition orale. Les ancêtres des Cherokees venaient bien du nord, la migration décrite dans les récits a réellement eu lieu, et les gardiens du savoir Cherokee ont préservé une mémoire historique précise pendant environ 300-500 à 400 ans, tandis que la science occidentale se trompait. Cette prise de conscience a des implications profondes sur notre compréhension des systèmes de connaissances autochtones et sur la manière dont la recherche génétique devrait être menée auprès des communautés amérindiennes. Les Cherokees disaient la vérité sur leur propre histoire. Leurs traditions orales constituent des documents historiques qui méritent le même respect et la même crédibilité que les archives écrites ou les fouilles archéologiques. Le fait que la science ne confirme que maintenant ce que la tradition Cherokee savait déjà devrait inciter les chercheurs à l'humilité et les amener à reconnaître que les peuples autochtones sont les premiers experts de leur propre histoire.
est que la recherche scientifique doit être menée en partenariat avec les communautés, plutôt que de leur être imposée. Cependant, les preuves génétiques présentent également des limites et des complications importantes qui rendent le récit plus complexe qu'une simple confirmation de la théorie de la migration. La limite la plus importante est que l'ADN mitochondrial ne retrace que la lignée maternelle, montrant l'ascendance transmise par les mères, mais ne révélant rien sur la lignée paternelle ni sur le tableau plus large de l'ascendance génétique issue des deux parents. La migration Cherokee suggérée par l'ADN mitochondrial décrit spécifiquement le déplacement de femmes ou de populations où les lignées maternelles de la région des Grands Lacs demeurent dominantes. Cependant, elle ne nous renseigne pas sur la migration des hommes, ni sur l'ampleur des déplacements de communautés entières, ni sur le type de mariage entre femmes et hommes issus des populations du Sud-Est, ni sur le degré de métissage génétique avec ces populations après leur arrivée. Les études d'ADN nucléaire, qui analysent le matériel génétique hérité des deux parents et permettent d'obtenir une image plus complète de l'ascendance, ont été limitées pour les populations Cherokee en raison de la petite taille des échantillons, des préoccupations éthiques liées à la recherche génétique sur les communautés amérindiennes sans consentement éclairé et sans concertation, et des complications consécutives à la déportation sur la piste des larmes. La piste des larmes désigne la déportation forcée du peuple Cherokee de ses terres ancestrales du sud-est vers l'Oklahoma dans les années 1830. Cette déportation causa la mort de milliers de personnes et engendra un goulot d'étranglement génétique. La distorsion de la structure de la population qui en résulta rend difficile la reconstitution des lignées ancestrales d'avant le contact avec les Européens. La piste des larmes fut un génocide, un nettoyage ethnique délibéré perpétré par le gouvernement des États-Unis qui entraîna la mort d'environ 4 Cherokees durant la marche forcée et le déplacement de toute une nation hors de sa terre ancestrale. La catastrophe démographique implique que les échantillons génétiques Cherokees modernes, prélevés sur les descendants des survivants de la piste des larmes, pourraient ne pas refléter fidèlement la diversité génétique qui existait au sein des populations Cherokees avant le contact et la déportation. Des lignées historiquement présentes ont pu disparaître lors de la déportation ou lors de goulots d'étranglement démographiques ultérieurs, et la fréquence des lignées survivantes a pu être faussée par l'effet fondateur et la dérive génétique au sein de la population considérablement réduite après la déportation. Par conséquent, pour obtenir des réponses définitives sur l'ascendance Cherokee, il faudra mener des études d'ADN ancien, en extrayant et en analysant le matériel génétique provenant de restes squelettiques pré-contact découverts sur les sites ancestraux Cherokees des Appalaches du Sud. L'ADN ancien d'individus ayant vécu il y a 500, 10 ou 20 ans offrirait un aperçu de la diversité génétique des Cherokees avant le contact avec les Européens et avant la piste des larmes. Ces échantillons permettraient une comparaison directe avec les populations des Grands Lacs de périodes similaires et pourraient potentiellement confirmer ou infirmer la théorie de la migration avec une certitude bien supérieure à celle que l'ADN moderne seul peut fournir. Cependant, la recherche sur l'ADN ancien des restes amérindiens soulève de nombreuses questions éthiques complexes et est marquée par des traumatismes historiques. Pendant des décennies, des restes humains et des objets culturels amérindiens ont été exhumés de sites funéraires, transférés dans des musées et des universités, et étudiés sans le consentement des communautés descendantes. Ces violations se sont poursuivies jusqu'à la fin du 20e siècle, engendrant une profonde méfiance envers les chercheurs et les institutions scientifiques. La loi de 1990
sur la protection et le rapatriement des sépultures amérindiennes, Native American Graves Protection and Repatriation Act, a instauré un cadre juridique exigeant la consultation des tribus et le rapatriement des restes humains et des objets culturels. La mise en œuvre est incomplète et de nombreuses institutions détiennent encore des milliers de restes d'Amérindiens qui n'ont pas été restitués aux nations tribales pour être inhumés de nouveau. Dans ce contexte d'exploitation et de violation, toute proposition de recherche sur l'ADN ancien de restes Cherokees doit être abordée avec la plus grande prudence et en partenariat, et avec le consentement total de la nation Cherokee. Le peuple Cherokee doit décider lui-même du traitement réservé aux restes de ses ancêtres et de la pertinence de la recherche génétique. La nation Cherokee est aujourd'hui un gouvernement souverain comptant 400 citoyens inscrits, des structures de gouvernance élaborées et des positions claires concernant la recherche scientifique impliquant le peuple, l'histoire et la culture Cherokee. Toute recherche génétique future doit être menée selon les conditions Cherokee, avec la participation de chercheurs Cherokee en tant que partenaires égaux, les résultats devant être communiqués à la nation Cherokee avant publication et les protocoles Cherokee relatifs au traitement des restes ancestraux respectés. Cette évolution vers des modèles de recherche collaborative, où les nations autochtones sont des partenaires et non de simples sujets, représente un changement fondamental dans la manière dont la science interagit avec les communautés amérindiennes. Ce constat reconnaît que des décennies de recherche extractive, qui ont prélevé des connaissances et du matériel génétique sans contrepartie, publié des résultats sans le consentement des communautés et traité les peuples autochtones comme des objets d'étude plutôt que comme des nations souveraines, étaient non seulement contraires à l'éthique, mais ont aussi produit une science de moindre qualité. Ces recherches ont ignoré les savoirs et l'expertise autochtones qui auraient pu améliorer la conception et l'interprétation des recherches, et une véritable collaboration est essentielle pour une science de meilleure qualité et pour la justice. Ce que les preuves ADN Cherokee révèlent, tant par ce qu'elles montrent que par ce qu'elles ne peuvent pas encore prouver de manière concluante, c'est que les Cherokees n'étaient pas simplement un peuple du Sud-Est avec des racines exclusivement locales, remontant aux premiers peuplements des Amériques. L'ascendance Cherokee conserve en revanche la trace d'une origine septentrionale, d'une migration vers le sud depuis la région des Grands Lacs il y a environ 3500 à 40 ans. Ce voyage a apporté la langue iroquoise et les lignées maternelles septentrionales dans les Appalaches, où ces migrants se sont mêlés aux populations du sud-est déjà présentes, donnant naissance au peuple Cherokee tel qu'il est documenté dans les archives historiques et tel qu'il existe aujourd'hui. Cela ne signifie pas pour autant que les Cherokees sont moins autochtones du Sud-Est, ni que leur lien avec la terre natale des Appalaches est moins légitime du fait que leurs ancêtres y ont migré plutôt que d'y avoir été présents dès les premiers temps de l'occupation humaine. Tous les peuples, partout dans le monde, sont le fruit de migrations, de mouvements et de métissages survenus au fil des millénaires. L'histoire humaine est celle d'un mouvement constant, de populations se déplaçant en fonction des changements climatiques, de la disponibilité des ressources, des conflits et des opportunités. La migration des Cherokees des Grands Lacs vers les Appalaches, il y a 500 à 40 ans, ne remet pas en cause leur statut d'habitants originels du Sud-Est. Cela enrichit et complexifie leur histoire, révélant que leurs ancêtres étaient des voyageurs, assez audacieux pour parcourir des centaines de kilomètres en territoire inconnu et qu'ils ont prospéré dans leur nouvelle patrie pendant des millénaires. La force de cette révélation réside dans la prise de conscience que les traditions orales Cherokee étaient justes depuis toujours, que les récits décrivant leurs origines nordiques et leur migration vers le sud ont préservé une mémoire historique précise
à travers 150 à 200 générations de transmission orale, et que la science occidentale, avec ses techniques sophistiquées et son équipement coûteux, ne fait que rattraper aujourd'hui le savoir ancestral Cherokee. Ceci devrait susciter un profond respect pour la tradition orale en tant que méthode historique valable, et une profonde humilité chez les chercheurs qui considéraient les récits autochtones comme des mythes, tandis que leurs propres interprétations, souvent incomplètes et erronées, étaient prises pour argent comptant. Les preuves ADN ne mettent pas un terme définitif à la question des origines Cherokees. Elles ouvrent de nouveaux chapitres, soulevant de nouvelles questions qui nécessiteront des décennies de recherches supplémentaires menées de manière éthique et collaborative pour y répondre. Quelle était l'importance de la population migrante? A-t-elle migré d'un seul coup ou par vagues successives sur plusieurs siècles? Quels itinéraires ont-ils emprunté des Grands Lacs aux Appalaches? Dans quelle mesure s'est-il mélangé aux populations du Sud-Est déjà installées dans la région? Comment la culture et la société Cherokee ont-elles évolué après la migration? Et surtout, comment la nation Cherokee et le peuple Cherokee souhaitent-ils aujourd'hui que leur histoire soit racontée? Quel rôle souhaitent-ils que les preuves génétiques jouent dans ce récit? Comment la science peut-elle servir les intérêts Cherokees, plutôt que d'extraire des connaissances à des fins académiques qui ne profitent pas à la communauté? Ces questions ne pourront trouver de réponse qu'en partenariat avec le peuple Cherokee, dans le respect de sa souveraineté et en reconnaissant que les Cherokees n'ont jamais été ceux que nous imaginions, car nous nous sommes trompés. Nous avons imposé des présupposés selon lesquels les peuples autochtones étaient figés et immuables. Nous avons rejeté les traditions orales qui contredisaient nos attentes. Nous n'avons pas écouté le peuple Cherokee raconter sa propre histoire avec ses propres mots. L'ADN révèle ce que la tradition Cherokee savait déjà. Les Cherokees venaient du nord. Ils ont migré vers le sud et ils ont fait des Appalaches leur foyer par choix, par leurs efforts et leurs réussites. Non pas parce qu'ils y avaient toujours vécu, mais parce que leurs ancêtres ont eu le courage de voyager, la force de s'établir en territoire nouveau et la sagesse de préserver le souvenir de leurs origines pendant des millénaires. Voilà la révélation. Non pas que les Cherokees n'étaient pas ceux que nous imaginions, mais nous ignorions qui ils étaient vraiment, faute d'écoute, de respect, pour leur savoir et d'humilité face à l'incomplétude de notre compréhension. L'ADN confirme simplement ce que nous aurions dû croire depuis toujours. Le peuple Cherokee connaît sa propre histoire. La tradition orale préserve la vérité et le rôle de la science n'est pas de découvrir l'histoire autochtone comme si elle était inconnue, mais de fournir des outils et des preuves supplémentaires pour enrichir notre compréhension, tout en reconnaissant que les peuples autochtones sont et ont toujours été les premiers à connaître leur propre passé.